Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. Dans un message porté, le ministre de la Santé publique et par délégation, le secrétaire général demandait ce jour à tous les responsables des services centraux du ministère de la Santé publique de bien vouloir prendre part à la réunion d'examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Cependant, dans la perspective du renforcement du dispositif de prévention, le Premier ministre, chef du gouvernement, Chief Dr Joseph John Gouté, annonçait le 5 mars dernier et à très brève échéance l'acquisition de vaccins de plus d'1 million de doses de vaccins. Ces vaccins, a ajouté le Premier ministre, obéiront à un plan de vaccination sur le simple fait du volontariat. Chief Dr Joseph John Gouté reconnaît néanmoins que même si la vaccination est volontaire et non obligatoire, le gouvernement encourage tous les Camerounais à se faire vacciner le moment venu, afin d'acquérir l'immunité qui permettra à la communauté de se prémunir contre le Covid-19. Toujours au cours de cette journée du 9 mars 2021, le ministre de la Santé publique, dans une correspondance au délégué régional de la santé publique du centre et abondamment relayé sur les réseaux sociaux, informe ce dernier de ce que les premières doses du vaccin AstraZeneca seront administrées au personnel de santé ainsi que aux personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Manaouda Malachi tient tout de même à rappeler que la vaccination contre le Covid-19, même pour ces cibles prioritaires, est gratuite et non obligatoire. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'information présentée par Cédric Noufelé. Quant à moi, je vous retrouve après pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief. Vaccin anti-Covid, obligatoire ou non, la cacophonie gouvernementale. Pour en parler, nous avons invité en plateau ce soir Martin Zan. Bonsoir Martin. Bonsoir Serge Lontou, bonsoir à tous les téléspectateurs, bonsoir aux populations de Ngouantet dans l'arrondissement de Ngouantet. Bonsoir à tous. Voilà, à côté de vous, il est là, Charles Dicam. Bonsoir Charles. Bonsoir Serge Alain, bonsoir à mes copanélistes et bonsoir aux millions de téléspectateurs d'Equinox Soir. Bonsoir Elie Tchebman. Serge Alain, bonsoir. Mais je vais profiter de l'occasion que vous me donnez. Comment va Bangou? Très bien, pour l'instant, en attendant que tout se passe bien. Voilà. Mais seulement vous me donnerez plutôt l'occasion de me rappeler de la journée du 8 mars, qui est la journée des femmes. Oui. Et ça doit me donner l'occasion de tordre le cou à cette idée reçue, malheureusement, qui prétend que l'homme est le sexe fort et la femme le sexe faible. À cette occasion, je profite pour dire à nos filles, à nos sœurs, à nos femmes et à nos mamans, salut. Vous êtes les plus fortes parce que la réalité divine a voulu imposer la maternité entre vos mains. Mais aujourd'hui, en raison de votre amour pour nous les hommes qui sommes vos fils, vos amis, vos maris et vos parents, vous donnez trop d'amour et on se trouve aujourd'hui enclin à des difficultés. Mon appel de cœur aujourd'hui, c'est de vous dire, et en particulier aux femmes camerounaises, il est temps de traduire votre amour en force que vous avez déjà. D'ailleurs, que la réalité écologique impose que vous ayez le nombre le plus élevé. Dans le monde entier, vous êtes 53%. S'il vous plaît, prenez vos responsabilités. C'est un cri de cœur. Merci. Voilà, l'homme du 8 mars. Vous êtes un homme du 8 mars, c'est bien cela? Il me semble. Voilà. Joyeux anniversaire à vous par la même occasion. Merci beaucoup. Il est né un 8 mars. Ouais. À côté de vous, Dr Luisan Isomba, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean-Lotou, tout en souhaitant un joyeux anniversaire. C'est vrai qu'avec un jour de retard à Elie Tchema,
je voudrais lui dire que la féminité est source de la virilité. Très bien. Je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Je salue donc de ce pas toutes les populations du Mbam et Noubou, plus précisément les jeunes du quartier Ndengue. Je ne manquerai pas de saluer les autres copanélistes avec lesquels ce soir nous allons s'intéresser à un sujet d'importance majeure sur la santé des Camerounais. Voilà, je constate que chacun va dans son village. Bien entendu. Non, moi j'ai oublié de l'antenne. Alors bonsoir aux populations de Balanté. Voilà, l'étonnement était à Bangou. J'ai trouvé à la fin puisque je ne suis pas allé. Bon, voilà, docteur Louison Isoba. Bien entendu. Le Premier ministre a fait une sortie officielle par rapport à la recrudescence de cette pandémie au Cameroun. Il a annoncé un certain nombre de mesures, surtout les rassemblements. Il dit que les rassemblements de plus de 50 personnes n'ont jamais été... Cette mesure n'a jamais été levée. Bien entendu. Voilà, surtout le Premier ministre a parlé de l'acquisition dans les tout prochains jours de plus d'1 million de doses de vaccins. Et il a dit que ce sera fait sur la base du volontariat. Et aujourd'hui, nous avons deux correspondances. Il y a d'abord un message porté du secrétaire général du ministre à tous les responsables des services centraux, les invitant à une réunion, à prendre part à une réunion, examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Mais avant d'entrer en studio, il y a un autre communiqué, le communiqué du ministre, qui cette fois-ci s'adresse cible le délégué régional de la santé publique pour le centre. Il revient sur la sortie du Premier ministre, où le Premier ministre a fait en savoir que le vaccin n'était pas obligatoire. Comment comprendre cette façon de faire dans notre gouvernement? Serge Alotou, je voudrais rentrer d'abord dans la structure de l'exécutif de notre pays. Notre exécutif est constitué de deux organes, l'organe présidentiel, qui est incarné par le président de la République, chef de l'État, et l'organe gouvernemental qui a à sa tête le Premier ministre. Ce n'est pas au hasard. Et quand nous prenons les dispositions constitutionnelles à partir de l'article 11 de notre Constitution, il ressort que le Premier ministre applique la politique définie par le président de la République. Et à partir de là, on se rend bien compte qu'avec l'avènement de cette pandémie, le président de la République a instruit, bien entendu, le Premier ministre, chef du gouvernement, de prendre toutes les mesures nécessaires que sur le plan technique, j'ai appelé les circulaires réglementaires, pour essayer d'endiguer cette pandémie qui a commencé à causer autant de morts. Alors qu'est-ce qui se passe? On se rend bien compte que le gouvernement a procédé à cette lutte de trois manières, avec une première phase qui a été ouverte. D'ailleurs, avant même, dès le 17 mars, avant même que le Premier ministre ne prenne les 13 mesures, les premières 13 mesures, le président de la République a tweeté, invitant ses compatriotes à respecter les mesures barrières, les mesures gouvernementales, les prescriptions qui seront prises par le gouvernement et celles qui seront édictées par l'Organisation mondiale de la santé. Et le 17 mars, donc, il y a des premières mesures qui sont prises qui viennent en réalité contenir la lutte contre cette pandémie. Et quelques mois plus tard, on renforce ces mesures. C'est la deuxième phase avec justement la mission de détecter l'infection, de prendre en charge les personnes affectées et bien entendu de procéder au financement. C'est ce qui justifie que le 30 mars 2020, le président de la République a demandé au Premier ministre... 30 avril. Non, d'abord le 30 mars. Oui. C'est le 30 mars qui demande au Premier ministre de créer un fonds de solidarité voilà. nationale. Et c'est ce qui est fait. Et on aboutit donc après cela à la troisième phase de cette lutte qui a consisté, après la mobilisation des fonds, nous avons vu que le président de la République a procédé à des distributions, des dons matériels. On se rappelle justement de la digression avec un des chefs traditionnels qui s'était refusé de prendre ce don et qui a suscité, qui a fait enfler la polémique. Voilà, sur ces trois dimensions, on se rend bien évidemment compte que le Premier ministre est celui qui porte justement la vie de cette nation au regard des dispositions constitutionnelles. Or, la question que vous posez aujourd'hui sur la polémique démontre à quel point l'autorité du Premier ministre est de tout temps fragilisée. Parce qu'on ne peut pas imaginer qu'un chef du gouvernement
Et je vous rappelle que le ministère de la Santé dépend directement de l'autorité primo-ministérielle. Il n'y a pas de délégué à la présidence. Non, là, il n'y a pas. Parce qu'il y a des ministères qui dépendent directement de l'autorité du président, la défense, les relations extérieures, marché public, consul et autres. Mais le ministère de la Santé dépend de l'autorité directe du président de la République. Ça veut donc dire que... Du Premier ministre. Du Premier ministre, autant pour moi. Ça veut donc dire que dès lors qu'il y a une prise de décision, celle-ci, le ministre de la Santé doit se référer à son chef, qui est le Premier ministre. Or, on voit, bien entendu, vous l'avez bien titré, une certaine cacophonie, où on voit un ministre de la Santé qui dit que le vaccin sera obligatoire, alors que le 5 mars, déjà le Premier ministre avait annoncé que la prise en charge, dès l'arrivée des vaccins, ces vaccins ne seront pas obligatoires dans leur applicabilité. Donc ça veut tout simplement dire qu'une fois encore, l'autorité du Premier ministre a été écornée. Et je voudrais rappeler ici au ministre Manawda Malachi qu'il ne doit pas rentrer dans les logiques de Biichi Sam, de Amatou Toumouna. Le président de la République s'est toujours farouchement mis en opposition contre les ministres qui sapent l'autorité du Premier ministre. Donc il doit faire très attention avec cette sortie qui, à mon sens, pourrait lui être très préjudiciable pour la suite du gouvernement certainement qui arrive. Charles Dicam. Bon, je vais déjà commencer par retenir de tout ce qu'a dit mon prédécesseur en parole que la première chose déjà, c'est qu'on parlait de dons. Il n'y a jamais eu de dons. Il y a eu des dons qui nous ont été faits au Cameroun, mais quand à ce moment-là le gouvernement les distribue à la population, ce n'est plus un don. Donc dans tout le processus que vous venez de citer, là, il n'y a pas eu de don. Sinon qu'un don de l'étranger et des pays frères et amis à l'attention du peuple camerounais. Écoutez, nous ne sommes plus à une contradiction près, ce n'est pas la première fois. Si nous devions citer tous les exemples où le Premier ministre a été pris à défaut, nous y passerions la soirée. Un fait qui est certain, c'est que déjà au niveau de la prise en charge jusqu'à présent, les populations camerounaises ont été obligées de se débrouiller toutes seules, les 3/4 du temps, pour ne pas dire la majorité du temps. Donc, moi je me dirais que c'est une tempête dans un verre d'eau, parce que ce don encore d'1 million de vaccins qui va venir, parce que c'est un don, nous n'avons rien payé pour cela, c'est une initiative de l'OMS, une initiative mondiale, et dont bénéficient tous les pays africains notamment. Quand il va arriver, va être encore susceptible dans ce pays. Permettez-moi, mais tout ce qui est gouvernemental chez moi est sujet à caution, par habitude. J'aurais voulu qu'on prospecte, qu'on s'organise sur comment ce sera fait, mais j'anticipe plutôt sur comment ce sera mal fait. Il faudrait déjà que ces vaccins arrivent, qu'ils sont répartis comme il faut, que ceux qui ont été ciblés soient effectivement ceux-là qui en bénéficieront, que nous ne nous retrouvions pas comme pour le Chan, avec des personnalités, entre guillemets, qui ont droit de faire vacciner toute leur famille, même ceux qui ne rentrent pas dans le cadre. Donc, vraiment, je suis très sceptique. Ça commence très mal. Ça continue très mal. Il n'est pas possible que ce même ministre, qui a moins de 2 mois, je pense, a commis une bourde identique, quasiment, où il y a dû y avoir un communiqué de la présidence de la République pour venir rétablir les faits. Je ne sais pas. Je pense qu'il commence à s'illustrer un peu trop par du zèle. Des tests. Exactement. Pour les voyageurs. Je pense que le costume commence à être trop serré pour lui, il faut qu'on le libère. Et là, ça commence à faire trop, et il s'agit de quelque chose de plus qu'important, c'est la santé des Camerounais. Il n'est pas possible qu'aujourd'hui, tout le monde, en tout cas cette population cible, tout au moins dans un premier temps, soit là anxieuse, en train d'attendre que ces vaccins arrivent et pour qu'ils aient, comment dirais-je, une vue sur l'avenir, et que, avant même qu'ils ne soient sur notre sol, on assiste à cela. Parce que ce secrétaire général, je doute fort qu'il ait pu faire cette sortie sans l'aval de son patron. Si tel est le cas, là aussi son patron est à incriminer. Comme j'incrimine d'ailleurs toujours le président de la République pour tout ce qui se passe. Parce que c'est vrai, tout ce qu'a dit brillamment le docteur tout à l'heure, c'est la lettre, c'est le livre. Mais nous savons où nous sommes. Ils en ont toujours fait ce qu'ils voulaient. Sinon, si les choses étaient suivies telles qu'elles sont écrites, et le Cameroun est un de ces pays qui bénéficient, je veux dire, si on s'en tenait à nos textes, vraiment nous n'aurions pas à nous plaindre. C'est l'application de ces textes, c'est la mise en pratique des textes qui pose problème. Voilà. Okay. Dans un premier temps, je m'arrêterai là. Voilà, effectivement, l'objet, il est clair. Examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. Oui. Comment comprendre ça alors que le Premier ministre s'est exprimé le 5 mars? Serge Alain,
Je crois que M. Ndikam l'a dit, ce n'est pas la grande première par rapport à l'indiscipline face au Premier ministre. Nous nous souvenons de la descente du Premier ministre dans le Nozo. Je n'en dirai pas plus. Mais permettez-moi, pour répondre à votre question, de planter un petit décor, parce que chaque fois que l'on parle de la Covid est devenue une thématique clivante. Si clivante qu'aujourd'hui, quand on en parle, on ne sait même pas dans quel sens on va. Je vais tout simplement ressasser notre réalité, la réalité de notre pays depuis l'année 2015. Pour que l'on comprenne suffisamment quelles sont nos priorités avant de devoir, jusqu'aujourd'hui, débattre sur des sujets qui semblent nous désorienter. En 2015, nous étions présupposés préparer la CAN, parce qu'on nous l'avait confié et il était question en septembre 2014. Voilà. Donc en 2016, survient la réalité du Nozo, qui est une vieille histoire du Cameroun bien connue. Je crois bien que les sécessionnistes au Cameroun, on en parle depuis plusieurs années. Mais sauf que pour avoir maltraité, on a transformé le Nozo pendant 4 ans en un territoire de folie qui a totalement brisé l'économie et le social au Cameroun. Je ne parle pas des chiffres puisque tout le monde le connaît. Et on sait bien que s'il y a eu conflit dans le Nozo, il y a 5 raisons. C'est un problème de valeur, parce que chaque peuple a ses valeurs. C'est un problème de ressources, on le connaît bien, parce que chacun en dépend et on fait la chasse. C'est un problème de facteurs impersonnels, puisqu'on a dans un gouvernement aujourd'hui des gens de cette région-là qui pendant longtemps n'ont pas mis sur le plateau la réalité. Il y a les intérêts. Et enfin, il y a les faits que nous avons vus depuis 5 ans. Voilà le Nozo. Et pendant que cette histoire de Nozo se passait, on est revenu à tout ce qui concernait la CAN, avec de l'argent mal utilisé, avec des terrains non achevés. Et au passage, la CAN a glissé. Et en glissant, vous vous souvenez bien que si nous parlons du Covid aujourd'hui, c'est depuis le mois de mars dernier, de 2020. Et quand Covid arrive, il fallait se battre dans tous les sens. À la suite de ce Covid-là, et on est là en train de revenir là-dessus aujourd'hui, vous avez vu comment les Camerounais ont souffert dans tous les sens. Je ne vais pas oublier au passage que pendant ces 4 ans, il y a une succession d'élections au Cameroun, qui étaient les élections présidentielles, les municipales et députations, qu'on a clos suffisamment avec les régionales. Tout ce que je viens de vous réciter, M. Serge Alain, c'est de l'argent. C'est beaucoup d'argent qui ont coulé et qui ont asphyxié les Camerounais pendant près de 6 ans. Et on voit aujourd'hui, on se trouve aujourd'hui dans un tissu social et économique complètement délabré. Alors, pour en revenir à la réalité, si je vous refais ce dessin, c'est pour savoir, au-delà des discussions que nous pouvons avoir aujourd'hui sur les conflits entre le Premier ministre et ses ministres, est-ce la priorité pour le Cameroun? Je ressasse ceci pour que nous puissions, au-delà de nos querelles politiques, au-delà des engueulades que nous avons chaque fois eues sur des plateaux de télévision, constater que la déliquescence de notre pays est à l'extrême et qu'on devrait aujourd'hui, et je peux vous le dire sincèrement, je me serais attendu aujourd'hui que puisqu'on nous a présenté en disant les régionales, peut-être que c'était une erreur, croyait-il, mais ça semble être une issue pour le Cameroun. Mais à peine cette régionale qu'on peut prendre une bonne chose est tombée, voici les conflits qui se remettent en place, puisque au-delà de ce que vous parlez aujourd'hui du ministre, du Premier ministre et d'un ministre, il n'y a pas longtemps, quelques jours le maire, avant aujourd'hui, un maire et un sous-préfet. Un préfet. Et un préfet. C'est pareil. S'il vous plaît, arrêtons de faire que dans ce pays, l'individu soit plus fort que les institutions. Il est temps, avec toute la souffrance que ces 5 dernières années nous ont donné, que les politiques, que les hommes de la société civile, il est vraiment temps que nous oublions certaines choses. Parce que la cacophonie dont vous parlez pour le Covid, même les pays les plus grands sont dans une cacophonie totale. On parle aujourd'hui de 100 000 morts en Italie. En France,
Vous voyez tous les plateaux de télévision, c'est la même symphonie, c'est la même bagarre. Ça veut dire que cette histoire de Covid, nous devions, par un souci de résilience par rapport à ce qui nous arrive aujourd'hui au Cameroun, voir quelles sont nos priorités. Notre économie est si bas aujourd'hui avec le Nozo, est si bas aujourd'hui avec ce qu'on a dépensé pour le Covid, est si bas aujourd'hui avec ce qu'on a dépensé pour la canne, que la pire des maladies qui risque de nous arriver, ce sera la pauvreté et des morts en plus. D'ailleurs, s'il vous plaît, donnez-moi qu'est-ce qui peut justifier que la priorité chez nous, même si on parle au niveau mondial, soit le Covid, puisque entre les 5 ans, ce qui a tué le plus, c'est la guerre du Nozo. Ce qui a tué le plus, c'est au-delà du paludisme dont on n'en parle plus. Je crois que depuis le mois de décembre, si vous comptez le nombre de victimes sur les routes, ça a tué plus que le Covid. Je demande tout simplement à nos dirigeants d'être plus diligents et de regarder ce qui nous permette de mieux nous en sortir pour essayer d'indiquer cette situation. Ok. Martin Zan, vous avez... pour vous, cette cacophonie-là, elle tire son essence de quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ces gens-là autour... C'est pas la première fois, comme on dit, on a connu plein de personnes sur le plateau. Oui, qu'est-ce qui se passe dans ce gouvernement? C'est un acte administratif. Lequel? Cet acte administratif, celui qui convoque, n'est-ce pas, celui qui rend obligatoire le vaccin de Covid-19. C'est un acte administratif qui est pris au nom du ministre, mais qui est signé par le secrétaire général. Nous devons donc nous poser la question. Est-ce que le ministre de la Santé, Dr Malachi Malaweda, ne peut pas signer? Je répondrai par, n'est-ce pas, et non pas par la positive, par la négative, mais je dirais oui, il peut signer. Pourquoi il n'a pas signé en son nom? Si le secrétaire général a signé, peut-être il a pris ça sur lui, par devers sa personne, de signer cet acte et de mettre au nom du ministre. Le ministre, Dr Malachi Malaweda, je ne suis pas sûr, je n'arrive pas à croire qu'il soit, n'est-ce pas, contre les instructions du Premier ministre. Je prends tous les Camerounais en témoin. Qu'on voit l'acte administratif qui a été signé. Par qui cet acte a été signé? Est-ce le docteur Malachi Malaweda ou alors le secrétaire général, professeur Elon Louis? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. J'en ai terminé avec ce côté. Je prendrai, n'est-ce pas, l'autre côté. Nous sommes déjà portés à 588 décès suite au Covid-19. Il est temps, n'est-ce pas, que nous, Camerounais, il est temps que tous les citoyens prennent cette histoire à cœur, respecter les mesures barrières. Les mesures barrières peuvent, n'est-ce pas, nous éloigner de cette pandémie. Nous allons, n'est-ce pas, nous faire vacciner par les vaccins qui ont été, n'est-ce pas, donnés par l'OMS au Cameroun. On parle de plus d'1 million. Le Premier ministre parle de plus d'1 million de vaccins. Et le Premier ministre a dit que ce n'est pas obligatoire, c'est volontaire. Si quelqu'un a fait une sortie en signant un acte administratif, en mettant, n'est-ce pas, le terme obligatoire, ça engage sa signature. Vous ne savez pas que tout ça crée au niveau au sein de la population, ça crée, ça fait pas des ordres pour vous? Ce n'est pas le docteur Malachi Malaweda qui a signé. Comment ça? C'est le secrétaire général. Pour le ministre de la Santé publique et par délégation. C'est le secrétaire général qui a engagé sa signature. Donc il peut même s'asseoir dans son bureau et prendre un acte comme celui-là et on met dans les réseaux sociaux et on attribuera cette faute, n'est-ce pas, au ministre de la Santé, le docteur Malachi Malaweda. Donc j'aimerais, n'est-ce pas, que les populations prennent cet acte et qu'on regarde qui a signé, qui a pris ses responsabilités. Moi, je ne suis pas dans le cabinet du ministre pour dire que le ministre aurait donné une instruction. Et même si c'est une instruction, ce n'est pas une instruction verbale, elle est écrite. Dans l'administration, elle est écrite. Donc, celui qui a pris sur sa personne, par devers sa personne, de prendre cet acte et de mettre le terme obligatoire, endosse la responsabilité. Oui, Charles. Bon, je ne sais pas si c'est aux téléspectateurs que M. Zang s'adressait. Mais si c'est à moi, en particulier, qui suis à côté de lui, je n'ai rien compris, se parler à lui-même. Je vais résumer ce qu'il vient de dire, de manière claire et intelligible pour tous. Il vient de nous dire qu'effectivement, c'est le désordre.
qu'effectivement, vous ne pouvez rien comprendre de tout ce qui vient de Yaoundé et des autorités en charge de prendre soin de vous. Il vient de vous dire que dans un ministère, quelqu'un peut se lever, mettre le cachet du ministère, ça n'engage que la personne. Non, il faut qu'on arrête, il faut qu'on soit sérieux. Là, on est en train de parler de santé. Les 3/4 du temps, on parle de guerre. Donc, on ne parle que de sujets sérieux sur ce plateau depuis de nombreux mois. Je vous aurais attendu dans la posture républicaine qui consistera à dire qu'il est temps que ce désordre s'arrête. Et celui qui est capable de le faire arrêter, il est seul. Bon, c'est pas tout renvoyer toujours au chef de l'État. Quand tout est bon, il faut le lui renvoyer à celui qui a signé l'acte administratif. Il faut le lui renvoyer aussi en mauvaises occasions comme celle-là. C'est vrai qu'elles sont plus nombreuses que les bonnes. Mais bon sang, vous pensez que tout ce que vous venez de dire là, mon frère qui sort du marché Nkouloun, là, il a compris quoi, ce que vous êtes en train de dire? Il a compris quoi? Il n'a rien compris du tout à ce que vous avez dit. Je veux dire, des responsabilités, soit on est capable de les tenir, soit on est déni, puisque le Camerounais n'a pas la culture de l'abandon, hein, de dire que quelque chose le dépasse. Qu'on arrête. Où est-ce qu'on va à cette allure-là? Alors, ce monsieur était directeur à la Kentini ici. Je pense qu'il ne faisait pas trop de bruit. On l'a enlevé de là, on l'a amené à Yaoundé, à un poste où je crois qu'il ne dimensionne pas encore. C'était un projet de loi. C'est-à-dire, il projette que voir ensemble dans quelle mesure est-ce qu'on va rendre obligatoire. On serait encore là, innovant à travers la planète. Parce que nulle part ailleurs, ça n'est obligatoire. Qui va, moi, m'obliger ou obliger mon enfant à prendre un vaccin si moi, je ne le veux pas? Qui? De quel droit? Mais dans quel pays où est-ce qu'on est? Je veux dire, donc finalement, on n'a plus aucune liberté ici. On n'a plus aucune liberté. Dans la hiérarchie... Je dis et je répète, que le Premier ministre l'ait dit ou pas, que même le président de la République soit sorti pour le dire ou pas, on ne peut forcer aucun Camerounais à se vacciner. C'est le Premier ministre volontaire. Pour autant, je ne suis pas en train d'inciter mes compatriotes à ne pas aller se faire vacciner. Mais pour la majorité d'entre nous, ce sera au salut. Tant et si bien que ces vaccins aient été acquis ou reçus dans les normes. Ce sera le salut pour beaucoup d'entre nous. Et il vaut mieux qu'ils arrivent vite. Parce que nous voyons comment les structures sanitaires sont débordées. Plus vite il arrivera, plus même nos compatriotes qui sont en charge de soulager ces souffrances seront eux-mêmes soulagés. Dans le personnel médical, est-ce que vous savez combien de morts ils sont aujourd'hui? Combien ils ont payé le prix le plus lourd? Alors je pense que quelques scribouillards de Yaoundé doivent vraiment... Non, il est temps qu'on siffle la fin de la récréation. Okay. Et le seul qui peut la siffler, nous le connaissons tous. Puisque vous en référez vous-même à lui, tout le temps, même pour un ballon au quartier, l'almagnanité du chef de l'État. Non, on veut vraiment qu'il vienne régler. C'est le Premier ministre. Docteur Luison Isomba, le message porté du secrétaire général qui, par délégation, invite tous ces responsables de l'administration centrale du ministère de la Santé publique, est signé le 9 mars. La sortie du ministre également, c'est le 9 mars. Le matin, entre guillemets, on dit examen du projet de décret rendant la vaccination préventive obligatoire au Cameroun. L'après-midi, on suppose le ministre qui dit la vaccination est gratuite et non obligatoire. C'est les mêmes journées. On a réuni tous les responsables. Ils étaient convoqués à 15h. Je ne connais pas bien Yaoundé Luison, ils sont dans deux bâtiments différents. Bien entendu. Non, je demande. Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ça, je voudrais faire une précision. Vous savez, M. Zan me donne la possibilité de faire une distinction entre une délégation de compétences et une délégation de signature. Dans la délégation de compétences, le délégant ne répond plus du cadre où il a délégué. C'est-à-dire que là, c'est une délégation de compétences. Alors, dans la délégation de signature, c'est le délégant qui répond des actes du délégataire. Donc, cela veut dire que dans le cas de l'espèce, c'est bien entendu le ministre qui répond de cet acte, parce qu'il s'agit d'une délégation de signature. Ça, c'est ce qu'il faut indiquer au Cameroun. Il y a une jurisprudence en la matière. Il y en a plusieurs. Il y a une jurisprudence en la matière. Il y en a plusieurs. Qui, n'est-ce pas, engage la responsabilité de celui qui a posé sa signature. Celui dont je vous distingue donc deux moments. Parce qu'il devra prouver que le ministre lui a donné des instructions. Ne rentrez pas dans ce domaine. Vous avez dit que vous êtes juriste, mais ne rentrez pas dans ce domaine parce que sur la question, j'ai des connaissances plus approfondies. Comment Mais voilà ce que j'explique. Je dis donc ceci. Dans la délégation, on distingue deux types. La délégation de compétences ou de pouvoir et la délégation de signature. Dans la délégation de compétences, dès que le délégant vous a conféré un certain nombre de pouvoirs...
Même par Verbalement. écoutez, il y a deux formes de l'acte. Prouver verbalement, vous savez que L'acte l'administration administratif, est écrite. l'acte Vous êtes administratif. docteur en droit public. Je Vous savez sais que ce que je vous explique. Laissez-moi vous l'acte expliquer. administratif unilatéral. Lorsque vous conférez, n'est-ce pas, des pouvoirs à quelqu'un, vous demandez à quelqu'un de signer, c'est de manière écrite, c'est pas de manière verbale. L'administration est écrite et non verbale. Non, c'est donc pas- le ministre Malachi Malaweda ne se sent pas concerné par l'acte signé par son secrétaire général. La preuve, il a pris un acte lui-même pour, n'est-ce pas, indiquer que le vaccin était volontaire et non obligatoire. Monsieur Zahar, permettez-moi, c'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole, permettez-moi d'évoluer. Je vous en Je prie. vais donc vous dire, il y a deux formes de l'acte administratif. L'acte écrit et l'acte non écrit. Dans l'acte non écrit, on relève les actes verbaux. Comme dans l'affaire Mekacha, Tonkampier, on les relève. C'est-à-dire que les actes verbaux. C'est-à-dire que le président peut vous dire, monsieur, faites ceci. C'est un acte administratif, mais de nature verbale. Vous devez vous exécuter. Alors, je vous indique donc que, dans le cas de l'espèce, monsieur Sejan-Lotou, je veux faire entendre à Eli qu'il y a deux types, à Zan, qu'il y a deux types de délégations. Dans la délégation de compétences, le délégant qui vous a délégué, qui vous a conféré, transféré un certain nombre de matières, ne peut plus agir dans ce domaine. Cela veut dire que quand vous avez pris un acte, s'il survient un contentieux, c'est vous qui répondez de l'acte. Or, dans la délégation de signature, quand le délégant a procédé a conféré la délégation au délégataire, ce qui fait que si le délégataire signe et qu'il y a un problème, c'est le délégant qui en répond. C'est le pourquoi dans cet acte, ce n'est pas le secrétaire général qui répond de cet acte, mais c'est le ministre de la Santé qui en répond. C'est Je suis bien sur écrit. les aspects techniques du droit C'est bien administratif. écrit, sur délégation. permettez, c'est bien écrit pour le ministre de la Santé publique Par et par délégation, le Voilà. secrétaire Le problème général, est réglé. professeur Djok Louis-Richard. Le problème Dans est tous les réglé. cas, il va Maintenant, falloir qu'il donne oh là là. la preuve de cette délégation de signature. Terminé, docteur. mais voilà la preuve, puisqu'on parle de délégation, la Non, preuve mais est voilà, déjà qu'une écrite. preuve. Il faudrait que la preuve soit écrite. Ou alors qu'on ait un enregistrement verbal qui nous prouve que c'est le ministre qui a demandé à son secrétaire général de prendre cette Monsieur Zang, voilà déjà la preuve. On parle de C'est un délégation. cachet que l'on appose sur des documents officiels. C'est un simple cachet, docteur Luson. Mais docteur, si nous en sommes maintenant à douter des cachets ministériels, on des cachets. mais c'est ce qu'on est en train de faire. J'ai dit, c'est C'est ce qu'on est en train de faire, monsieur. du secrétaire Est-ce que général. vous trouvez normal, dans quelle république normale, même en construction, comme vos collègues ont l'habitude de dire, est-ce que ce type de débat a cours? De savoir si on doit remettre en cause la signature, dites-moi où. Oui, même en France. Même en France, il y a Monsieur ce Zang, Oui, vous terminez, docteur. Monsieur Zang, il faut faire très attention. Ce sont des questions techniques sur lesquelles, à un moment donné, prenez des reculs. Prenez du recul parce que vous êtes jury, mais prenez du recul. Quand je m'exprime sur la question, c'est avec autorité. Alors, j'indique que non, ça, ce sont les meilleurs madame de la population. Vous ne connaissez pas. On a plein de Vous le connaissez. Prenez le bic, la notez, monsieur quand je parle. Il faut faire très attention. C'est ça. Alors, chaussures. je voudrais aussi indiquer que cette cacophonie démontre à suffire que il manque dans ce gouvernement une sorte de coordination, d'ailleurs qui est prévue dans l'instruction générale de 98, où le président de la République demande au gouvernement de travailler de manière coordonnée. D'ailleurs, vous savez, il y a deux principes qui structurent le gouvernement, le principe de la collégialité et le principe de la solidarité gouvernementale. Donc, à partir de ces deux principes, le gouvernement doit travailler de façon concertée. Et quand on voit de telles dérives se perpétrer, ça veut donc dire, ça revient à ce que je disais tout à l'heure, que le président de la République a toujours donné raison à son premier ministre. Donc, tous les ministres qui veulent rentrer dans des attitudes irrévérencieuses vis-à-vis du premier ministre, et je crois que le président de la République l'a toujours démontré. Je venais de citer des cas d'école tout à l'heure, les Biéti, les Salem, qui ont manqué du respect à l'une Yann Philemon. On a vu à quel niveau ils se sont Au moins retrouvés. pour ça, on est d'accord. Alors, donc c'est pour Le dire respect de la hiérarchie dans l'administration, ça on sait comment il réagit. C'est pour dire ceci, c'est une question. Je venais de vous dire que le président de la République définit la politique de la nation et il a défini les stratégies de lutte contre la riposte contre cette, et que j'ai développé en 3 étapes. Et ça démontre à quel point, je l'ai d'abord dit, le président de la République a tweeté avant même la mise en concert. Voilà. Donc c'est pour dire que cette cacophonie est malheureuse. Ça démontre à quel point ces gens-là autour, il y a d'abord un problème de méconnaissance de nos tests et il y a un problème de méconnaissance et de fébrilité et qui vise à porter atteinte
à l'autorité parfois de la personne qui est supérieure à vous, comme c'est le cas pour le Premier ministre aujourd'hui. Voilà, on va d'abord prendre le docteur Jean Chou. On va aller à Montréal, au Canada. Bonsoir. Bon après-midi, hein. Je vous c'est l'après-midi. Bon après-midi, docteur Jean Chou. Voilà, des petits soucis avec le docteur Jean Chou. Le temps de permettre à la technique de voir ça. Elie Tchobma, vous vouliez réagir sur cet aspect? Pour réagir sur cet aspect, c'est Jalin. Le débat que nous venons d'avoir sur le plateau ne nous honore pas. Tout simplement parce que, au regard de tout ce qui est dit, j'ai l'impression que certains d'entre nous voudraient faire l'apologie de la médiocrité. C'est pas sérieux. On parle de cacophonie par rapport au titre que vous avez choisi. Et depuis le début ici, tous ensemble sur le plateau, on a convenu que cette cacophonie ne fait que se reprendre à chaque fois. Maintenant, ce qu'on pourrait dire quand on débat de ce genre de situation, c'est de constater les faits. Du fait que chaque fois, les membres d'un gouvernement prennent des attitudes qui ne sont pas en adéquation avec une logique de gouvernance normale. Donc, par conséquent, on comprend tous qu'il y a eu ici un décalage. Ce qui est mieux aujourd'hui, ce n'est pas de débattre pour savoir pourquoi et comment ils l'ont fait, mais c'est de débattre ensemble pour savoir comment on fait pour sortir de ce genre de situation. Alors, pour en sortir, je dis bien, je retiens une chose, quelle que soit la cacophonie permanente du gouvernement. On est arrivé à la suite des élections dans notre pays à une logique de régionalisation. Ok. Voilà, on va revenir. Vous permettez, je crois que cette fois-ci, c'est la bonne. Dr Jean Chou Prévost depuis Montréal au Canada. Bon après-midi, bienvenue une fois de plus à Equinox Soir. Une question tout de suite, Dr Jean Chou. Le vaccin, est-ce qu'il existe un pays au monde où le vaccin contre cette épidémie est obligatoire? Le vaccin est-il obligatoire? Le vaccin contre la COVID-19 n'est pas obligatoire actuellement dans la plupart des pays qui vaccinent. Il y a vraiment plusieurs pays qui ont pris le chemin vers la vaccination et pour l'instant, ça reste sur une base volontaire, effectivement. Pour vacciner les personnels de santé, est-ce que ce n'est pas d'une manière voilée de les pousser tous à se vacciner? Est-ce qu'on peut être personnel de santé sans être vacciné face à cette pandémie? C'est une excellente question et ça fait partie de ce qu'on appelle le sacerdoce lorsqu'on travaille dans le corps médical. Effectivement, le désir de se vacciner, c'est un désir avant tout de protéger les patients, un désir de protéger aussi le système, puisqu'on sait que chaque personne qui travaille dans un hôpital, qui est malade, va entraîner un risque pour ses collègues. Les arrêts maladie, on en a eu beaucoup dans la première vague. Et c'est un désir aussi de protéger finalement la société parce que on est les premiers à exposer les familles. Donc, d'une certaine manière, même si c'est pas obligatoire pour les personnels de santé, ça fait partie finalement de la déontologie, le sacerdoce, de pouvoir se dire qu'on protège la société. On ne peut pas obliger un soignant à se faire vacciner, mais d'une certaine manière, c'est un peu l'action collective qui va pousser chacun à donner un peu du sien. Une fois de plus, Dr Jean Chou, le Cameroun semble avoir choisi AstraZeneca comme vaccin. On sait qu'il y a Pfizer, BioNTech, il y a Moderna, il y a Sputnik V. Tel que le dit le communiqué la correspondance du ministre de la Santé au délégué, c'est AstraZeneca qui va débarquer au Cameroun. Vous pouvez nous présenter ce vaccin en quelques lignes? Oui, tout à fait. Effectivement, dans ces vaccins qui sont actuellement disponibles, il y a eu les vaccins, les tout premiers qui ont été utilisés ici au Canada ou dans d'autres pays en Europe. C'était les vaccins ARN qui étaient des vaccins qui avaient été testés avec une bonne efficacité.
Et ensuite, il y a eu les vaccins AstraZeneca qui étaient des vaccins développés en Angleterre et puis qui ont aussi été testés avec une excellente efficacité en termes de prévention. L'une des grosses différences avec les premiers vaccins à ARN, c'est la possibilité de pouvoir utiliser un vaccin qui est stable avec les températures qu'on connaît en Afrique, puisque les vaccins à ARN demandent un processus de conservation très et donc, lorsqu'on part du programme de vaccination de masse des structures intenses. Donc, dans les pays qui ont commencé à vacciner, il y en a eu plusieurs qui ont utilisé ces vaccins d'AstraZeneca et les reculs actuels montrent qu'il y a une bonne tolérance sur des grandes cohortes de population. Des effets secondaires? Notez où ça a commencé avec AstraZeneca. Comme tout vaccin, il y a quelques effets secondaires mineurs qu'on observe souvent lors de l'injection, surtout au niveau des points d'injection. Ce qu'on appelle point d'injection, c'est la porte d'entrée au niveau de la peau où le vaccin pénètre. On peut avoir de la douleur, de la rougeur. Ça, c'est des effets au niveau, par exemple, du bras où on injecte. Après, il y a les effets qui se font un peu plus globaux au niveau de l'état général, puisque le vaccin, pour qu'il agisse, il faut que cet agent stimule le système immunitaire. Donc, on peut avoir un peu de fatigue, un peu de fièvre, un peu de courbature. Et ça, ce sont des effets qui sont aussi transitoires. Ok, merci. Merci. On va revenir après le journal parce qu'il est déjà là, Cédric Noufelé. Bonsoir Cédric, au menu ce soir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir aux invités. Ce soir, nous parlerons de la problématique de la réglementation du secteur des mototaxis après les scènes d'émeutes vécues il y a quelques jours à Mbopi. C'est dans le 4e arrondissement de Douala que l'autorité administrative a saisi des motos pour aussi les sensibiliser sur l'enjeu de respect des règles en vigueur. Cependant, les syndicats estiment que cette nouvelle stratégie est vouée à l'échec et depuis une dizaine d'années, vous l'avez certainement observé, le gouvernement peine à faire respecter la réglementation dans le secteur des mototaxis. Qu'est-ce qui fait problème? Quelle stratégie proposent les syndicats du secteur des mototaxis? Vous les écouterez dans le journal de 20h. Nous parlerons également ce soir d'un problème de litige foncier qui se pose dans la région de l'Est, notamment dans certaines localités où les populations et les communautés s'étripent pour brader les terres ou pour conserver des terres qui appartenaient à d'autres communautés. Comment l'autorité administrative arbitre ces tensions? Nous en parlerons dans le journal de 20h. Et nous évoquerons également la stratégie de sensibilisation pour le respect des mesures barrières contre le Covid-19. Le gouvernement l'a annoncé vendredi dernier, mais rien n'est fait jusqu'ici pour attirer les populations sur la nécessité de respecter ces mesures barrières. Nous ferons le point à Douala, mais également à Bafoussam, là où un match s'est tenu à huis clos. Les supporters ont été interdits d'accès au stade, mais ils se plaignent de voir que de nombreuses personnes étaient à l'intérieur et qui ont été sélectionnées dans des circonstances qui demeurent floues. Nous en parlerons ce soir. Serge Alain. Dans un instant, madame, monsieur, après le 20h, ce sera Equinox Soir, deuxième partie. Equinox Soir, deuxième partie, seul débrief du journal, toujours en compagnie de Elie Tchebma, Charles Ndikam, Martin Zan et le docteur Luison Essomba. Docteur Luison Essomba, une fois de plus, je commence par vous. Rétropédalage, qu'est-ce qui se passe? Toujours sur la question du ministre. Oui. Oui, bien entendu, nous venons de suivre le journal. Le débrief ne fait que... Non, pas du tout, ne fait que conforter... ne fait que conforter... Ça circule là, on dit que c'est un fake. Ne fait que conforter la position que nous avons depuis le début de cette émission. Écoutez, c'est Jean autour. Les questions de santé sont celles de politique publique et comme je l'indiquais tout à l'heure, sont celles à prendre au sérieux. Oui. Puisque l'une des missions fondamentales de l'État, d'ailleurs c'est précisé dans notre constitution, c'est de prendre en charge les questions de santé des citoyens camerounais.
C'est une mission constitutionnelle. Et ça fait donc de sorte que chacun à son niveau devrait comprendre que la mort est d'abord personnelle. Elle n'est pas collective d'un coup. C'est-à-dire qu'en réalité, lorsque vous ne respectez pas les mesures barrières, c'est d'abord à vous que la mort se pointe devant vous. Et quand vous mourrez, l'État va continuer. L'État ne s'est jamais arrêté tout simplement parce qu'il y a eu un mort. On a perdu des citoyens ici lors des accidents de la circulation. M. Elie Thiuma en parlait tout à l'heure. Donc c'est pour dire qu'il faudrait que nos dirigeants comprennent une chose, qu'il y a une hiérarchie au sein de nos institutions. Et que la hiérarchie mérite d'être respectée. Je vous évoquais tout à l'heure les deux principes qui structurent le gouvernement. C'est un principe de solidarité et un principe de collégialité. Donc ces deux principes associés démontrent à quel point on ne devrait pas à un moment donné vivre ce genre de cacophonie qui n'honore pas le gouvernement camerounais. Et je l'indiquais tout à l'heure, la conception de la politique générale de l'État, c'est une compétence du président de la République. Et quand un ministre s'attaque un ministre s'attaque au Premier ministre, il s'est attaqué au président de la République. Et c'est la raison pour laquelle j'indiquais tout à l'heure que jamais et plus que jamais, le président n'a donné raison à un ministre qui a eu une attitude irrévérencieuse face au Premier ministre. Voilà. Elie Thiuma, sur cette situation, comment vous comprenez cette sortie du ministère de la Santé qui dit que c'est une fake news? Monsieur Serge Alain, c'est encore une autre communication qui ne valait pas la peine. Et ça ne valait pas la peine? Et ça enfonce totalement. Et ça traduit le mot cacophonie que vous avez choisi sur cette émission. Comment comprendre? Et là encore, je reviens sur ce que je disais au début. Ce n'est pas parce que la Covid devient aujourd'hui une réalité géopolitique qu'un gouvernement d'un pays comme le nôtre doit tomber dans la cacophonie. Sinon, comment comprendre? Au cours de l'émission tout à l'heure, M. Nofele a évoqué les chiffres qui nous sont donnés par l'OMS. 38 000 contaminés depuis le début, ce qui représente 0,01% de la population camerounaise. Si nous considérons qu'on est 27 millions. Oui. 35 000 soignés, qui représentent 92% de contaminés. Et là, ce chiffre me permet de dire merci à Monsieur Cléda. Monseigneur Cléda, qui à un moment nous a dit que le Covid était combattu, si je m'en tiens aux chiffres. Et quand vous avez 588 individus qui sont morts, les 598 représentent, par rapport au nombre de contaminés, les 38 000, s'il vous plaît, 1,5%. Est-il normal? Pour un gouvernement normal, dans une logique de gouvernance, on parle aussi avec les chiffres. Est-ce que ce taux de 1,5% est suffisamment significatif pour nous permettre de réagir plutôt par rapport à une réaction qui vient de l'au-delà? Et j'en reviens là à la logique de vaccination. Faut-il courir après la vaccination ou alors après le traitement, puisqu'on voit que chez nous, sur le nombre de contaminés, 92% sont soignés? Ceci revient tout simplement à dire Serge Alain qui se pose un problème de gouvernance. Au-delà de toute la cacophonie dont on parle. Et je l'ai déjà dit ici chez vous, gouverner c'est un art. C'est l'art d'utiliser son intuition pour mettre ses compétences, ses connaissances au profit de la gestion et de l'administration. Rien de ceci n'est visible sur tout ce qu'on entend depuis le début. Comment un ministre qui a validé éventuellement une lettre peut quelque temps plus tard prétexter que c'est un fake news? Alors, ça vous fait rigoler, mais franchement, si c'est ceci, gouverner notre pays, je reviens à mon propos d'entame, nous n'avons plus le droit de débattre sur certains sujets. Nous avons intérêt aujourd'hui à regarder dépérir l'état du Cameroun, à regarder les souffrances qui nous guettent avec l'ensemble des événements et de tout ce qu'on a, et de réfléchir sur comment se battre pour trouver aujourd'hui les moyens de survie
et de rendre notre économie plus viable et permettre à une population de vivre mieux. Charles Dikam, votre réaction face à tout ce qui s'est passé aujourd'hui? Vous comprenez la sortie Je suis presque démuni tant tout a été dit et Oui. je suis en train de chercher le. Non, on veut votre le lecture aussi. qualificatif. Vous revenez la lecture de Charles Non, Dikam. si c'est la lecture, elle est identique à celle de mes deux prédécesseurs. Oui. C'est la dialectique qui m'invite maintenant peut-être à créer des mots, parce que je pense que tout ce qui existe dans le dictionnaire en la matière ont déjà été utilisés. C'est une curiosité planétaire. Voilà un pays où, vous le constatez, dans la même journée, dans le même ministère, le numéro 1, le numéro 2 pondent chacun dans son coin. Veulent-ils nous faire croire une note? Et se rendant compte a posteriori de l'erreur, le numéro 1 vient dire que ce que le numéro 2 avait fait, c'est un fake. Bon, ça veut dire que Dr Njok lui-même ne s'est pas rendu compte que son fake circule abondamment dans les réseaux. Mais le même Dr Njok, je voulais lui rappeler quand il était encore en charge, quand il était en charge à la Quintini et qu'il avait déclaré avec l'aide de ce même ministre que mon ami d'enfance, paix à son âme, était le premier mort du coronavirus, mais que pendant ce temps, on refusait que son personnel, puisqu'il tenait un établissement public, soit testé, parce que personne n'était mort du coronavirus. Ça, c'était dans la matinée, il était mort à 5 h du matin. Docteur Njok, Monsieur Manaouda, vraiment, ce n'est pas une obligation. Même un décret, on peut refuser d'en être la victime, parce que vous allez en être les victimes. Vous allez en être les victimes parce que s'il y a bien une constante même dans la manière de fonctionner de M. Biya, qui est un pur produit de l'administration, c'est que ce que vous êtes en train de faire là, c'est pas John Gouté qui va payer, c'est vous qui allez en payer le prix, et le gouvernement, celui prochain est tout prêt. Mais en attendant, comme il s'agit de la vie de nos compatriotes, il est question de se ressaisir, et que vraiment, même le projet de décret là, oubliez, parce que vous ne forcerez aucun Camerounais à se vacciner. La chose qu'il faut faire aujourd'hui, c'est ce que le Premier ministre a prescrit en fin de semaine dernière, c'est refaire une campagne massive pour faire comprendre aux uns ou aux autres qui doivent appliquer les mesures barrières déjà pour eux-mêmes et pour leur environnement proche. Ça, c'est ce qui est aujourd'hui impératif. Par la suite, quand ce don du ciel nous arrivera, si vous avez 2 ou 3 bureaux libérés avec des gens qui réfléchissent un peu dans le ministère, ils peuvent déjà s'atteler à voir comment ils distribueront ces vaccins. Mais en attendant, l'urgence là aujourd'hui, c'est qu'on ne voit plus le type de cacophonie que, par exemple, nous venons de vivre lors du journal à Bafoussam et ailleurs, où chacun fait comme il veut, quand il veut. Et vraiment, je voudrais tirer mon chapeau à John Gouté. Mais je ne voudrais plus avoir à le faire. C'est qu'à un moment donné, lui aussi, quand il se rend compte que tout ce qu'il dit, tout ce qu'il demande n'est pas fait, il faudrait que lui aussi sache en tirer les conséquences. Mais être entouré de tant de ministres dont le sport favori est la défiance, j'avoue que ça l'amène qu'au sujet et au thème que nous avons choisi aujourd'hui, la cacophonie. Voilà. Martazan, cette situation, vous comprenez? Oui, la réaction du ministre? Oui, je la comprends très bien. Sauf que le docteur Njok, lui, Richard, n'a pas compris. C'est un principe juridique. Docteur Somba ne va pas me démentir cela. Lorsque on vous donne un ordre manifestement illégal, vous n'exécutez pas. Nous avions déjà les ordres donnés par le Premier ministre, même si c'est le ministre qui vous demande de prendre un acte contraire aux ordres, ou alors contraire à la volonté du Premier ministre, le secrétaire général d'un ministère ne s'exécute pas, c'est élémentaire. Donc en réalité, si c'est cette prétention qu'il va faire valoir, cela ne peut pas être justifié. Nous avons au bas de l'acte administratif sa signature. Nous avons le nom de celui qui a signé. Nous avons, n'est-ce pas, sa fonction, son rang dans ce ministère. Donc c'est lui qui endosse, n'est-ce pas, la responsabilité. La preuve, le docteur Malachi Malaweda a fait une sortie en disant que c'est un fake, et il a même fait, il a signé notre acte administratif respectant, n'est-ce pas, la volonté du Premier ministre en disant que le vaccin est volontaire et non obligatoire. Donc parmi les deux, celui qui a respecté la volonté du Premier ministre, c'est le docteur Malachi Malaweda, ministre de la Santé. Et c'est le docteur Njok qui est en contradiction avec la volonté du Premier ministre inscrite, n'est-ce pas, le 5 mars 2021. C'est jalon tout. Voilà, on parle de cacophonie, moi je n'en trouve pas. C'est le respect et c'est le respect des principes, n'est-ce pas, édictés par le Premier ministre, chef du gouvernement, que le ministre de la Santé a respecté. Voilà.
On va prendre Dr Jantou depuis Montréal. Dr Jantou, vous êtes avec nous. Dites-nous, dans cette correspondance du ministre de la Santé publique au délégué régional de la santé publique pour la région du centre, on a ciblé les personnels de santé et les personnes de plus de 50 ans présentant des comorbidités. Expliquez-nous d'abord la comorbidité pour ceux qui nous regardent en ce moment. En quelques mots. Oui, la comorbidité, en fait, c'est un terme pour dire la présence de maladies chroniques qui arrivent bien avant qu'on attrape la COVID. On sait par exemple que dans la population noire, y compris en Afrique, il y a plusieurs maladies chroniques qu'on peut observer, comme le diabète, comme l'hypertension artérielle, comme les problématiques en lien avec le surpoids ou l'obésité, les maladies rénales. Et donc, toutes ces maladies présentes entraînent un risque de forme plus sévère de COVID-19. Donc, c'est pour ça que ce sont des personnes considérées comme étant celles qui vont peut-être nécessiter une hospitalisation ou des manœuvres de réanimation éventuellement. Voilà, ces personnes-là sont ciblées, plus de 50 ans, et le personnel de santé. Pourquoi accorder la priorité à ces deux cibles-là, on va le dire comme ça, alors que la maladie, elle ne choisit pas. La maladie touche tout le monde. Oui, c'est un point très important. Lorsqu'on regarde l'impact de la maladie sur la population, on sait que la plus grosse problématique, c'est celle liée au décès ou aux formes qui justifient un séjour en réanimation. Les études qui ont été faites, par exemple, dans des populations jeunes comme en Afrique, montrent qu'environ 20 à 30% de certains échantillons ont été positifs pour les anticorps à la COVID. Donc, il y a probablement certains sujets qui ont attrapé la COVID, qui ont fait des formes légères ou asymptomatiques. Par contre, lorsqu'on regarde les décès, la plupart de ceux qui sont survenus, c'est des personnes qui avaient un âge avancé, ou qui avaient une ou plusieurs de ces comorbidités, parce que là aussi, ça peut s'associer chez le même individu. C'est pour ça que, par exemple, dans les systèmes de vaccination, on priorise. Et je suis assez confus quand je vois le tweet du ministre et ça semble témoigner qu'il n'y a pas eu de réunion de concertation. En tout cas, ça semble pas préciser qu'il y a quelque chose qui a été fait parce que c'est vraiment une des choses à mettre sur pied avant que le programme de vaccination commence. Il faut établir un ordre de priorité adapté à la population. Pour vous donner un petit ordre d'idée, par exemple, ici au Canada, une des grosses choses qu'on avait vues, et c'est peut-être quelque chose qui est différent de ce qu'on voit au Cameroun, c'est que les personnes âgées vivent beaucoup en institution. On appelle ça les maisons de retraite. Et c'était des lieux où il y a eu parfois dans certaines résidences pour personnes âgées, des cas, presque 100% des personnes qui étaient contaminées. Au Cameroun, fort heureusement, il y a moins cette approche de maison de retraite. Par contre, il y a des personnes qui meurent. On a des collègues qui sont morts, des médecins qui sont morts. On a des personnes dans la population générale qui sont mortes. Donc, c'est important de travailler de concert avec les scientifiques camerounais qui ont pu suivre ces patients pour caractériser le profil des patients qui sont décédés pour prioriser ces vaccinations. Donc ici, on avait les maisons de retraite, ensuite on avait le personnel de santé et ensuite on avait les personnes qui étaient un peu plus en comorbidité comme on vient de voir. Et puis là, actuellement, on est déjà arrivé aux 65 ans et plus et on va progressivement descendre la barre de la vaccination. Donc on a 3-4% de la population qui est vaccinée, mais ça avance. Merci, Dr Jantou Prévost, d'avoir fait une fois de plus bénéficier de votre expertise aux millions de téléspectateurs Equinox. Bon après-midi du côté de Montréal. Merci, bon après-midi et bonne soirée. Voilà, on va faire le tour avant de nous séparer. Dr Luison, qu'est-ce qu'on retient? Cette l'attitude qui nous vient du ministère de la Santé, ça j'en ai un peu. Qu'est-ce que ça peut créer au niveau de la population? Non, ça j'en ai un peu. Ce problème démontre à quel point l'État éprouve des difficultés véritables à freiner la propagation de ce virus. On voit tous les efforts qui sont consentis et qui sont mis. Et on se rend compte que la technique qui est utilisée par l'État est un peu la technique de la souris. C'est-à-dire que, vous savez, la souris, elle vous mord et elle souffle.
elle souffle dessus. C'est-à-dire qu'en fait, c'est la même théorie que l'État utilise. Parce que, regardez dans la chronologie des faits, on se rend compte que le 17 mars, des prescriptions sont prises, gouvernementales sont prises, et le 30 avril, vous voyez que du 17 mars, le 30 avril, on a levé l'ouverture des bars, des CC. 45 jours. Et vous voyez donc que ça fait 45 jours. Donc, pour un problème aussi sérieux, qui a impacté sur la vie, autant, Elie, tu m'as le rappelé tout à l'heure, le plan économique, social, sur le plan même des droits et des libertés publiques. Donc, la gestion de cette crise doit être l'objet d'une gestion concertée pour qu'il n'y ait pas des sons dissonants, qu'il n'y ait pas des moments de cloison où on se rend bien compte que tous les membres d'un gouvernement n'arrivent pas à ordonner un ensemble de projets, de tests qui visent à rassurer. Parce que vous voyez, ces gens-là, quand les actions sont concertées, même le citoyen est davantage rassuré de ce qu'il n'y a pas de désordre. Ça fait de sorte que le gouvernement prend au sérieux un certain nombre de prescriptions pour amener les uns et les autres à respecter cette pandémie. Docteur Luison Issompagé, je reste avec vous pour une sortie, on va le dire, aussi grave que celle-ci, celle du secrétaire général, le ministre qui convoquait tous les responsables des services centraux. Est-ce que ça suffit de mettre fake news, c'est bon comme ça? Comment ça doit se passer? Ça suffit pour convaincre les gens? Non, pas du tout. Je l'ai dit tout à l'heure dans mon propos prélégomènal. Dès qu'on a mis 4 lettres, 6 lettres, ça ne suffit pas. Je ne voudrais pas revenir sur l'argumentaire. Il faut revenir, c'est sérieux. Non, sur l'argumentaire des gens tout à l'heure, ça, il utilise une option politique. J'avais déjà développé les aspects techniques de la question. Tout ce que je voudrais tout simplement relever, c'est simplement que les uns et les autres observent que en réalité, il y a des sons dissonants, surtout l'irrespect des tests, parce que depuis le 5 mars, le Premier ministre prend une instruction, une prescription, j'ai appelé ça des circulaires réglementaires, qui s'imposent au respect non seulement des citoyens, mais aussi de ses collaborateurs, et même des ministres, parce que en fait, tous les ministres, je l'ai indiqué tout à l'heure, le ministère de la Santé fait partie des ministères directs qui dépendent de l'autorité directe du Premier ministre. Donc, cette sortie, ce rétropédalage n'honorent pas notre ministre de la Santé. J'espère qu'il a très vite compris qu'il faut éviter d'entrer en un duel frontal avec le Premier ministre, parce que là encore, lorsqu'il y a une cacophonie, comme vous l'avez si bien utilisé, ça fait le sorte que les citoyens eux-mêmes ne sont pas rassurés des mesures gouvernementales. Voilà, il y a un risque, élitement. Il y a un risque dans la cacophonie, là, dans votre domaine. Toute décision... risque à la population. Non, toute décision a un risque si ce n'est pas bien traité. Alors, il faut d'abord savoir, pour éviter qu'au cours ou à la fin de notre débat, nous ne soyons traités de complotistes lorsqu'on parle de Covid. Le Covid, c'est une réalité. Certes. Mais je ne voudrais pas accabler le gouvernement camerounais, puisque si on prend les États-Unis, la France, l'Angleterre et les autres grands pays, ils ont les mêmes discussions chez eux par rapport au traitement de cette histoire de Covid. La seule chose, et c'est là au moins, ou néanmoins je vais revenir sur le gouvernement camerounais, c'est que face à une situation donnée, nous devons réagir en fonction de notre spécificité. Si je reviens à cette histoire de vaccination, on nous dit qu'on a environ 1 million de doses. Oui. Alors, nous avons vu les chiffres tout à l'heure. Dans les chiffres qui nous sont donnés, et je vous l'avais déjà dit sur ce plateau une fois, il semble que dans cette maladie du Covid, les politiques en ont fait, pas seulement au Cameroun, partout, leur problème, et ont négligé les spécialistes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous entendez dans le Covid, on ne réunit jamais les médecins pour prendre leur avis. On a tout fait pour qu'à partir du Covid, nous soyons aujourd'hui convaincus que les médecins ne s'entendent plus. Okay. Alors, si on veut parler de notre pays, et je vais clore par là, s'il vous plaît, je vais quand même retenir, même si c'est la cacophonie dans le gouvernement, je tiens à dire que les régionales pour lesquelles ils nous ont amenés, c'est une sortie pour le Cameroun. Et même si c'était dans la cacophonie qu'ils l'ont fait, il y a là une erreur peut-être du gouvernement, mais qui nous a envoyés vers ce qu'on appelle dans la gouvernance
publique, le principe de subsidiarité, qui veut que on ne doit pas déconnecter la prise de décision publique de ceux qui devront la respecter. Merci, merci, Voilà. merci. Rapidement, en 30 secondes, on sort de l'émission. Hein, Martin Zan. Oui, M. Saint-Jalon, nous notons que jusqu'à présent, le docteur Malachi Malaouda, ministre de la Santé du Cameroun, a toujours bien géré la lutte contre le Covid-19. Nous n'avons pas eu de aucun couac possible depuis que cela est apparu dans notre pays. Nous avons félicité, le peuple camerounais a félicité le docteur Malachi Malaouda et le Premier ministre qui tient, n'est-ce pas, ce combat d'une main de fer. Donc nous allons, n'est-ce pas, aussi continuer à féliciter le chef d'État parce qu'il met à notre disposition la sécurité au niveau de la santé, la sécurité sanitaire pour toutes les populations. Monsieur Serge-Alain, autour et bonsoir aux populations de Nguantet dans l'arrondissement de Colmatin. Merci Charles Dicam. 4 lettres, 8 lettres, ça suffit pour une mesure, une sortie aussi grave. Je ne savais pas pour le débrief, il y avait aussi la réclame de la publicité, parce que moi c'est ce qu'on vient d'entendre. Bon, je vais en profiter plus sérieusement pour dire que ça n'est pas la première fois, ça n'est pas la deuxième fois. Est-ce que c'est comme ça que ça devrait se faire? Non, c'est pas comme ça que ça devrait se faire. Fake news. Oui, c'est pour ça que je voudrais dire au docteur Louison Somba que c'est un élève qui à l'école devait nécessiter plusieurs fois qu'on lui tape sur les doigts avant qu'il ne comprenne. Mais là, il n'est plus à l'école, c'est la matière est grave. Je terminerai en disant qu'à propos de ce Covid, comme de tous les autres maux dont souffre le Cameroun, plusieurs jeunes Camerounais moins jeunes se retrouvent encore aujourd'hui détenus illégalement dans les prisons camerounaises. Je voudrais attirer l'attention, non pas seulement des militants de mon parti politique, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, mais de tout le Cameroun tout entier, des gens de Douala en particulier, que demain, Salmon Béas et 24 autres jeunes gens qui méritaient d'être là, attelés à lutter avec nous contre cette pandémie et auprès de leur famille, passeront en procédure d'habeas corpus demain matin à Bonadjo. Merci, merci. Puissent, pour une fois, peut-être nos juges faire preuve de bon sens. Merci. Madame, monsieur, merci à vous, docteur Louison Isomba. C'est moi. Merci Dichekman. Merci. Les anniversaires, merci. Merci. Merci Martin Zan, merci Charles Ndikam. Madame, monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition Equinox Soir. Rendez-vous, il est pris pour demain 19h. Bonsoir. Bangou. Merci, Serge. C'est une discrimination.